L'Observatoire des inégalités nous dit qu'en France, 5 millions d'emplois ne sont pas accessibles aux personnes étrangères. Il nous dit que les noms d'origine française sont 2 fois plus rappelés par un recruteur que les noms à consonance maghrébine. Et il nous dit qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche pour les femmes, mais que les écarts de salaire hommes-femmes restent de 24%. Alors, et si on changeait de regard sur les candidatures, sur les méthodes de recrutement, si on faisait du recrutement inclusif pour changer tout ça? Eh bien, cette idée de recrutement inclusif, elle est portée par une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui a décidé de repousser les limites des entreprises, de donner plus de chance à l'emploi des jeunes. Et pour y parvenir, elle a poussé pas mal de portes. Elle a poussé les portes en tant qu'économiste, en tant que femme politique, en tant qu'entrepreneuse aussi, puisqu'elle dirige aujourd'hui une entreprise sociale qui s'appelle Impact Confiance. Bonjour Mouna Vipré. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une femme, vous êtes née au Maroc. Ça vous met en colère ces chiffres qui sont très récents et qui viennent de l'Observatoire des inégalités qui date de 2023? Alors j'arrive à un âge où ça ne me met pas en colère, en tout cas plus en colère, mais ça me donne de la force pour changer la norme et bâtir l'égalité des chances par l'action. Dans votre parcours, Mouna Vipré, vous avez voyagé, vous avez eu ces expériences sur lesquelles on va revenir, mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre parcours? Alors sûrement de voir ce qui est devenu en quelques années Impact Confiance, puisque mon rôle, c'est d'aller chercher des acteurs publics et privés qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de les faire rencontrer et de montrer qu'ensemble, on repousse l'impossible, on monte en compétence des gens qui sont écartés de l'emploi pour fabriquer des compétences pour les entreprises, et les deux acteurs sont heureux de se rencontrer. Donc c'est peut-être ça ma fierté, c'est de voir des gens se rencontrer parce qu'on a créé le pont pour qu'ils le fassent, et d'assister en fait à la réussite de cette jeunesse. Ça, c'est vrai que c'est une vraie fierté, et puis ça m'émeut au-delà de la fierté. Et vous avez le sourire qui illustre très bien cette fierté-là. Alors avant de revenir sur ce que vous portez avec Impact Confiance, on va se pencher sur votre parcours personnel. Dites-nous d'abord, quand vous étiez enfant, vous avez grandi à quel endroit et dans quel univers familial? Alors, j'ai grandi à Fès, au Maroc, dans un univers très sécurisant, dans une famille aimante, avec le soleil, la clarté, beaucoup d'interactions humaines. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai été scolarisée, mes parents ont décidé de me mettre à l'école française. Donc j'ai baigné depuis mon plus jeune âge entre l'école française, où on était quelques petits Marocains à mon époque, avec beaucoup de têtes blondes, et à l'extérieur, dans une famille marocaine classique, ouverte, mais où j'ai eu la chance en fait d'avoir des parents où être un garçon ou une fille, c'était la même chose. Et donc où la réussite scolaire n'était pas négociable. Donc ils nous ont appris à défendre et à prendre notre place. Et vous étiez du coup une bonne élève, forcément, vous n'aviez pas le choix? Pas du tout. Je n'ai pas aimé l'école jusqu'en terminale. J'étais une bonne élève quand j'adorais le prof. Et je m'ennuyais, je comptais les minutes quand le courant ne passait pas. Ça, bon, c'est le cas de beaucoup d'élèves, je crois. Hein. Sûrement, puisque l'école, c'est, je le dis aujourd'hui aux jeunes qu'on accompagne, l'école, c'est un moule, et un moule unique, où on nous transmet des savoirs académiques et on ne nous juge pas parce qu'on aime ou ce que nous sommes, mais juste par des savoirs dont on a besoin. Mais en revanche, on ne nous juge pas de la personnalité, on ne nous encourage pas, etc. Et peut-être que c'est aussi ça, Impact Confiance, c'est j'ai gardé ce que j'ai aimé de l'école et j'ai créé un peu une école où on valorise la personne et les talents, et il y a le savoir académique. Et maintenant, et j'ai toujours eu l'intime conviction que le diplôme, en fait, c'était pas très important au final. Alors bien sûr, ça ouvre certaines portes un peu plus facilement que quand on n'en a pas, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, je ne pense pas que ce soit le fait que j'ai un diplôme qui me caractérise, c'est plutôt une énergie, une volonté. Mais en revanche, quand on n'a pas les codes et qu'on veut aller vers un endroit,
quelles que soient nos origines, nos parcours, qu'on soit fille, garçon, vieille, jeune, etc., quand on veut aller à un endroit, si on n'a pas les codes, si on n'a pas les règles du jeu pour aller jouer, en fait, on en est exclu. Alors justement, quand vous terminez vos études, vous sortez docteur en économie du travail, Oui. et puis vous allez chercher un emploi. Est-ce que vous vivez cette discrimination à l'embauche dont je parlais en introduction et qui est si présente dans la société française? Alors pour répondre directement, je ne peux pas dire que j'ai été discriminée, pas du tout. Mais en revanche, j'ai eu une chance assez incroyable qui a été celle de rencontrer la première personne à qui je dois beaucoup, qui restera à jamais mon maître, qui s'appelle Jacques Fraissinet, qui était un prof, un universitaire à Paris 1, et grâce à qui j'ai fait une thèse alors que jamais je n'avais imaginé faire une thèse. Je voulais voilà, avoir un diplôme. À l'époque, ça s'appelait un DESS. C'est le Master 2 aujourd'hui, pour aller travailler, gagner ma vie, voilà, aller dans le monde. Et lui, il était prof de quoi, Jacques Fraissinet? Il était prof d'économie. Et Jacques, maintenant je l'appelle Jacques, Jacques Fraissinet, à l'époque, en fait, a vu mon potentiel pour faire une thèse, alors que moi, je ne l'avais pas du tout imaginé. Et Jacques m'a appris deux choses. La première, de la rigueur, et m'a appris aussi que quand quelqu'un me fait confiance, c'est là où je donne le meilleur de moi-même, en fait. Il m'emmène là où je ne serais pas allée toute seule. Et aussi, il m'a appris la rigueur, d'être ambitieuse sans jamais être prétentieuse. Et ça, c'est peut-être le cadeau que je garde le plus précieusement en moi, c'est ce qu'il m'a donné. C'est très joliment dit. Alors, assez vite, vous allez publier plusieurs de vos travaux d'économiste du travail. Vous serez aussi membre du CESE entre 2000 et 2002, où vous êtes chargé de la discrimination. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a d'autres personnages encore qui vous ont marqué et qui sont aux racines de votre engagement? Alors, oui. Et si je devais, je vais parler, faire un choix. Je vais prendre deux autres personnes qui, de toute évidence, ont totalement changé ma trajectoire. Après Jacques, et je venais de finir ma thèse, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Bartolone, qui a vu un potentiel en moi. Moi qui habitais à Paris, qui ne connaissait pas la Seine-Saint-Denis, qui n'avait jamais imaginé y aller, et qui a cru en moi pour m'emmener en Seine-Saint-Denis faire de la politique de manière assez active. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il était président de département? Alors, à l'époque, il a été ministre aussi, Claude Bartolone, à un moment. Ministre de la ville. Il était à l'époque maire du Pré-Saint-Gervais et député, bien sûr, puisqu'il était député socialiste depuis 81. Et Claude, qui reste mon parrain, alors il n'aime pas puisque c'est un Sicilien maltais, mais moi je continue, on reste très très proches. Moi je suis très fidèle dans la relation, c'est très important pour moi. Et donc Claude m'a transmis son amour de la Seine-Saint-Denis. Alors c'est intéressant parce qu'en 2008, vous allez tenter l'aventure politique. Vous allez devenir la première adjointe de l'écologiste Dominique Voynet à la mairie de Montreuil. On est dans le département du 9-3, le département le plus cosmopolite de France, où sont concentrées de très fortes inégalités. Et j'aimerais savoir quels sont les souvenirs que vous gardez de cet engagement politique. Alors d'abord, si vous me permettez, vous venez de dire le 9-3. Oui, parce qu'on dit ça, c'est à la mode aujourd'hui. Alors vous voyez, non, c'est pas à la mode. Je pense que pas pour moi, puisque vous ne dites pas le 9-2, ni le 7-8, ni le 7-5. D'autres le disent. Donc le département de Seine-Saint-Denis. Exactement. C'est un beau département, c'est le département le plus jeune de France. Alors bien sûr, on a beaucoup aussi de pauvreté, on a beaucoup de délinquance, on a beaucoup, mais on a une richesse humaine extraordinaire et on ne peut pas continuer à ne pas avoir cette créativité, de solidarité assez incroyable et en même temps d'être dans la région la plus riche de France. Donc il y a une anomalie. Et là, vous parlez de la région Île-de-France. Hein. La région Île-de-France est la région la plus riche de France. Et on a le département le plus pauvre de France et le plus jeune de France. Et après, moi,
je ne suis pas une révolutionnaire, mais en revanche, j'aime bien la révolution à l'amiable en changeant la norme. On ne peut pas continuer à penser que d'un côté, il y a de la réussite et de la performance économique et financière, et de l'autre côté, c'est une population du 9-3 où il faut avoir une approche de générosité, etc. Pas du tout. Cette population-là, c'est peut-être celle-ci la principale discrimination, c'est de penser que cette population, elle est à part et qu'on doit avoir une attitude, un comportement, des attentes vis-à-vis d'elle différentes des autres. C'est ça la principale discrimination. Or, pour moi, en fait, ils sont comme les autres. Et donc, il faut être bienveillant partout, mais avec la même exigence pour les emmener vers l'excellence. Et alors, c'est pour ça qu'il y a 8 ans, vous décidez de créer Impact Confiance. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat social. Cette graine de l'engagement, elle a germé et elle donne Impact Confiance. Exactement. Pendant très longtemps, donc, j'ai scindé ma vie professionnelle comme chercheur, d'économiste du travail, et de l'autre côté, ma vie de femme engagée, et en l'occurrence en politique. Et là, vous avez cherché l'alignement. Et là, en fait, j'étais le meilleur trait d'union. En tout cas, je me suis sentie une mission qui consiste à être celle qui connaît parfaitement les territoires populaires, qui ne m'intéresse pas à n'importe qui dans les territoires populaires, mais à ceux qui sont sérieux, qui ont envie de réussir et qui en même temps sont cloisonnés dans des environnements dégradés et qui en même temps n'ont pas de réseau. Donc même pour trouver un stage, etc., ils n'y arrivent pas. Et de l'autre côté, j'étais assez à l'aise aussi avec les grandes entreprises dans lesquelles on faisait des monographies, avec des politiques. J'ai eu la chance de côtoyer des ministres, d'être porte-parole de Jospin pendant la présidentielle, etc. Et donc, moi, j'aurais pu en fait continuer à cloisonner, mais à un moment donné, j'avais aussi une dette, une réelle dette, vis-à-vis de ceux qui m'ont porté dans les quartiers populaires quand je me présentais aux élections, où je les ai vus d'abord que quand ils étaient avec nous et qu'ils croyaient à une cause et qu'ils étaient dans un cocon sécurisé, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Jamais je n'aurais pu aussi réussir et être élue sans aussi eux. Voilà, parlez-nous d'Impact Confiance, cette entreprise sociale que vous dirigez aujourd'hui. Alors, Impact Confiance, c'est une entreprise qui consiste à rassembler de très nombreux acteurs publics et privés qui, ensemble, permettent à des jeunes d'augmenter leur employabilité, d'abord de les sourcer, de les trouver, de savoir les identifier là où ils sont. On les sélectionne sur leur motivation et sur leur sérieux, sinon ils ne nous intéressent pas. Ça veut dire que vous demandez quand même qu'ils vous envoient des CV. Il faut qu'ils vous identifient d'abord. Comment vous êtes visible pour qu'ils vous trouvent? Ou est-ce qu'ils ne vous trouvent pas? C'est vous qui allez les chercher? On va les chercher. Alors on communique bien sûr. On a la chance aujourd'hui, on est en 2024 et ça pour une personne comme moi où on a vu arriver Internet, etc. Il faut vivre avec son époque parce que le marché du travail bouge et évolue, mais la société bouge et évolue. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Alors on est présent sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis ensuite, on a une équipe, une partie de l'équipe est constamment sur les territoires avec ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc c'est les associations, les élus, les collectivités territoriales, les associations, mais aussi tout le service public de l'emploi, que ce soit les missions locales, les pôles emploi, etc. Tout ça, c'est vos partenaires. C'est nos partenaires. L'équipe d'Impact Confiance, c'est combien de personnes? Alors, on est de permanents. Jusque-là, il y avait 4 personnes dédiées en permanence sur le terrain pour trouver les jeunes. Donc, c'est des référentes jeunes qui vont sur le terrain. Quoi? Ils ont un profil éducateur, ils ont un profil travailleur social, Ah non, alors nous, on ne fait pas de social. Non. On ne fait pas de social chez Impact Confiance. Justement, c'est peut-être ça, merci de... Une particularité importante chez vous. Chez nous, l'approche, elle est économique. Vous, comme moi, si vous perdez votre travail, descendre l'ascenseur social, ça sera très, très rapide.
moi aussi. Et n'importe qui va descendre et être pauvre. En tout cas, perdre pied et perdre confiance, ça c'est sûr. Et donc du coup, nous, c'est une approche économique. Ce sont des jeunes qu'on va chercher, non pas parce qu'ils sont pauvres, et puis mon petit, je vais faire, et puis de la solidarité, pas du tout. C'est pas de la charité. Pas du tout, ni de la solidarité. C'est une approche économique. Ils n'ont pas de réseau, ils ne croient plus en rien, à commencer par eux-mêmes, ils perdent confiance, et c'est voilà, tout seuls, ils sont jeunes, etc. Ils ont envie, mais ils ne savent pas comment envoyer les signaux positifs aux recruteurs pour leur faire confiance. Et de l'autre côté, des entreprises qui, en fait, quand elles deviennent méfiantes parce que quand elles prennent au compte-gouttes, etc., ben, le jeune voilà, n'est pas toujours en adéquation. Rajouter des fois à des représentations négatives des deux côtés, ben ça. Donc nous, c'est une approche économique qui consiste à dire aux jeunes, en fait, tu as envie, viens chez nous. Et nous, on a créé un sas de formation qui ne consiste pas à lui apprendre un métier, mais à lui donner une à une les règles du jeu, c'est-à-dire tous les codes attendus par l'entreprise. Et quand on ne les connaît pas et quand on n'a pas le réseau, l'environnement pour nous permettre de les acquérir, bah, c'est quasi impossible de rentrer dans l'entreprise. Vous vous adressez à des jeunes sur quelle tranche d'âge? 18-30 ans. Sur quel territoire? Île-de-France. Toute l'Île-de-France? Île-de-France aujourd'hui. On a commencé en Seine-Saint-Denis, bien sûr, grâce tout ça a un coût. Grâce à, j'ai beaucoup travaillé, j'ai remporté un premier marché dans le cadre du plan d'investissement en compétences 100% inclusion du marché du travail. Là aussi, c'est une chance. Du ministère du Travail. Du ministère du Travail. Là aussi, c'est une réelle chance parce qu'une petite structure qui remporte un marché public, bah, ça, c'est des expérimentations. Et ça, c'est aussi grâce à une personne qui a compté pour le développement d'Impact Confiance, qui est Jean-Marie Marx, qui était le haut commissaire. Et ensuite, on a commencé à aller chercher les premières entreprises qui nous ont accompagnés. Et là, c'est peut-être la troisième personne dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui a beaucoup compté pour moi. Et sans qui, en fait, qui a cru en moi comme entrepreneuse, le premier, c'est Michel-Édouard Leclerc. Et ça a été la première entreprise à nous suivre. Et une fois que Leclerc est venu, la Fnac Darty est venue, la troisième entreprise qui est venue, c'est Danone, et ainsi de suite. Et alors, on voit sur votre site internet qu'effectivement, vous annoncez vos partenaires, vous présentez les offres d'emploi qui sont proposées par vos entreprises partenaires, et on trouve effectivement Leclerc, on en trouve un certain nombre. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous apportez aux entreprises? Pourquoi elles font appel à vous? Ben, c'est très simple. Ça s'appelle de l'économie. Il faut juste mettre en adéquation l'offre et la demande. Mais vous voulez dire qu'elles ont des postes à pourvoir qui ne trouvent pas preneur? Non, elles trouvent. Ah ben, d'abord, il y a des secteurs en tension, ça n'a échappé à personne. En ce moment, c'est plus difficile. Mais parce qu'elles ont un taux de turnover trop important qui a un coût. Et une entreprise dont la masse salariale est non-stop en train de changer, en tout cas une bonne partie, ça déstabilise la force de travail en interne. C'est une perte de performance économique. Et puis il y a un coût, ça s'appelle du capital humain. C'est-à-dire que quand vous arrivez comme collaborateur dans une entreprise, ben, au début, vous n'êtes pas aussi performant qu'après 1 an, 2 ans. Donc l'entreprise investit sur la formation. Et elle ne peut pas avoir un retour sur investissement. Donc nous, on est le maillon manquant pour faire de 2 problèmes une solution. Mais ça veut dire ils attendent des collaborateurs fiables et de l'autre côté, ils cherchent du travail. Ben, nous, on sécurise pour que la rencontre, quand ils se trouvent, ils sont contents de se trouver. Mon avis près, ça veut dire que vous ne proposez pas des stages de 15 jours, vous ne proposez pas des CDD de très courte durée, peut-être un peu des CDD, mais vous proposez aussi et peut-être surtout des CDI, des contrats à durée indéterminée. Alors, ça serait pas sécurisant si c'était pour leur trouver. Alors, des stages, des CDD, c'est super parce que ça leur permet d'avoir
une petite expérience, etc. Mais quand on veut répondre aussi aux besoins et que les entreprises nous suivent, et sans elles, il n'y a pas d'impact confiance, comme s'il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas d'impact confiance. Il faut que notre solution leur diminue leur taux de turnover. Donc c'est sûr, des CDI, et les entreprises ne proposent aujourd'hui quasiment que des CDI ou des contrats en alternance pour les jeunes qui cherchent des alternances. Donc là, on leur trouve et le centre de formation et l'entreprise partenaire. Navi Pré, vous nous avez dit que vous avez reçu le soutien de l'accélérateur ESS d'HEC Paris et de la région Île-de-France. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en particulier au stade d'évolution où vous êtes aujourd'hui avec Impact Confiance? Ils participent largement à notre crédibilité. C'était une fierté aussi, c'était un concours. Et être retenu à l'issue d'un concours, c'est toujours quand même déjà un gage de satisfaction. J'ai passé l'âge, je sais que je ne suis pas rentrée à HEC, mais en revanche, c'est de la crédibilité, un réseau puissant de leur propre écosystème, pour parler de nous. Et 3, c'est des vrais professionnels engagés. Donc pour moi, c'est aussi la famille à laquelle j'ai trouvé la famille à laquelle je ressemble. C'est-à-dire, moi, je suis absolument pas une spécialiste du business. En revanche, dans la gestion de projet, etc., ça, je me sens suffisamment solide. Mais il s'agit d'un accélérateur. Ça veut dire qu'ils sont en train de vous booster, de vous aider à passer à l'échelle, à déployer vos ailes. En tout cas, j'espère, en tout cas, ils le font. Et puis, c'est une grande chance d'avoir à la fois la directrice académique Nathalie Rion, qui est ma mentor. Ça, c'est une chance aussi. J'arrive, comme avant, chez Bloom Force Femmes, j'ai eu Anne Romé, Véronique Morali comme mentor. J'ai cette chance d'avoir des super mentors d'excellence qui sont à la fois des femmes puissantes et qui sont très business. Et c'est sur cette jambe business qu'elles vont m'accompagner à développer notre offre commerciale. Et je suis assez confiante. En tout cas, c'est là où je sais que j'irai plus loin que là où je serais allée toute seule, ça c'est sûr. Alors justement, à titre personnel, mon avis prêt, comment est-ce que ce projet a changé votre vie? Je crois que d'abord c'est épuisant d'être une entrepreneuse à impact, ça c'est certain. J'ai jamais autant travaillé, c'est comme faire campagne sans que ça s'arrête jamais. Ou faire une thèse sans que ça s'arrête jamais. Je crois que c'est des moments où j'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est très envahissant sur sa vie personnelle parce que quand on est entrepreneur et passionné, c'est H24 et 7 jours sur 7 et il n'y a jamais de vacances, jamais de blanc. Et en même temps, ça m'a changé ma vie. Et même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer avoir autant d'excellence et de côtoyer des acteurs hyper prestigieux qui croient dans le projet, qui viennent, qui m'encouragent, etc. Et puis peut-être par-dessus tout, ce qui m'émeut le plus, même si je suis assez militaire avec eux, c'est les jeunes. Voir ces jeunes arriver chez nous en n'ayant pas les codes, en n'ayant pas confiance et les voir habillés comme vous, défendre leur candidature devant des recruteurs, voir ces jeunes chez nous bien habillés, redressés, changer leur voix, changer leur posture et défendre leur candidature devant des recruteurs et voir aussi des gens de chez Nestlé ou de les partners et puis tous les collaborateurs qui tous les jours recrutent des cadres dirigeants et qui sont au contact de ces jeunes. Je suis la femme la plus heureuse du monde de me dire, en fait, je fais rencontrer des gens qui ne seraient pas rencontrés sans Impact Confiance. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir, et puis je le dis, sans que des gens plus brillants que moi. Et au final, moi, je ne leur offre que le cadre du puzzle qui constitue à merveille.
Et c'est tout ça qui vous fait vibrer. Bravo, Mouna Vipré, pour votre engagement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et ne ratez pas les prochains épisodes de notre série de portraits engagés avec l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France.